les pathologies de l'ADH. Le diabète insipide. Que veut dire le mot insipide? Très bien, sans goût. Pourquoi on l'appelle diabète insipide? Qu'est-ce qui n'est pas sucré? Le diabète? Non? Les urines ne sont pas sucrées. On a diabète en grec veut dire passer de travers. Les médecins grecs, chafoub, les il existait des personnes qui buvaient beaucoup et qui urinaient beaucoup. On avait établi le syndrome polyuropolydipsique. On boit beaucoup et on urine beaucoup. Parmi ces personnes, il y en avait ceux qui avaient les urines sucrées et il y avait d'autres qui avaient des urines pas sucrées. Donc, ceux avec les urines sucrées, on les a appelés diabétiques sucrés et les autres diabétiques insipides. Il faut dès maintenant comprendre que le diabète insipide n'a aucune relation avec le diabète sucré proprement dit. D'accord? Le diabète insipide n'a aucune relation avec le diabète sucré. D'accord? Allez, on continue. C'est deux physiologies complètement différentes. Causées par une insuffisance de production ou d'activité. De quoi? De l'ADH. Une insuffisance de production ou d'activité de l'ADH. Ça, c'est le diabète insipide. Hein? Les symptômes: polyurie, polydipsie. Donc, diurèse importante et il y a un excès de prise d'eau. D'accord? Un excès de prise d'eau, donc ils prennent excessivement d'eau. Donc, c'est le syndrome polyuropolydipsique. Diabète égale syndrome polyuropolydipsique qui est de deux types. Si polydipsie plus polyurie plus glycosurie, présence de glucose dans les urines, c'est le diabète sucré. Si polydipsie plus polyurie seulement, c'est le diabète insipide. Pas de glucose dans le sang. Ces deux types de diabète présentent les mêmes symptômes. Donc, il faut doser la glycémie. Si la glycémie est normale avec syndrome polyuropolydipsique, on est dans un diabète insipide. C'est un peu plus compliqué que ça. Hein? Le diabète dipsogénique, atteinte centrale due à un dérèglement du centre de la soif, il devient stimulable à une osmolarité de 250. Vous imaginez, le centre de soif il est stimulé normalement à 285. Il devient stimulable à 250. Donc je commence à boire. C'est des personnes. On va voir aussi, il y a un trouble psychiatrique. D'accord? Je ne sais pas s'il est cité. Allez, je vais vous dire. L'essentiel, ici ce n'est pas une maladie psychiatrique. La potomanie, on va la voir. Hein. La potomanie, c'est la prise excessive et maladive de l'eau. D'accord? Avec une osmolarité normale. Donc le diabète dipsogénique, il fait suite à une stimulation anormale des centres récepteurs. Donc c'est des personnes qui boivent beaucoup, qui n'ont pas de troubles au niveau de l'insuline, ni de troubles au niveau de l'ADH, mais qui boivent beaucoup parce qu'il y a un abaissement du seuil de soif. D'accord? Donc c'est sans danger. Est-ce que c'est anodin? Non, ce n'est pas anodin, c'est invivable. Vous allez avoir tout le temps soif. D'accord? Et vous allez boire et continuer à boire. Et boire veut dire aller aux toilettes. Donc, oui, il est considéré comme un diabète insipide parce que les principes avec lesquels nous avons défini, c'est présence de polyuropolydipsie, avec présence de glucosurie ou sans présence de glucosurie. Est-ce qu'il y a un syndrome polyuropolydipsique? Oui. Est-ce qu'il y a une glycosurie? Non. Donc il n'y a pas de glycosurie, donc c'est un diabète insipide. Même si l'ADH n'est pas atteinte. Ici, c'est des définitions purement cliniques. D'accord? C'est des définitions cliniques. Polyuropolydipsie, diabète. Glucosurie ou pas glucosurie? Glucosurie, diabète sucré. Pas de glucosurie, diabète insipide. Donc le diabète insipide, plus tard, parce que ces noms, on les a attribués il y a longtemps. Et après, on a découvert que non, celui-là, il a des ADH normal et pourtant il présente une polyuropolydipsie. Donc c'est quoi le problème? On a trouvé qu'il y avait un trouble au niveau de la sécrétion, au niveau de la stimulation du centre de soif. Donc quand même, c'est des diabètes insipides, mais ils ne font pas partie du diabète insipide comme on le connaît. Moi, si je vous dis diabète et je m'arrête, qu'est-ce que vous allez comprendre? Vous allez comprendre le diabète sucré.
D'accord? Mais le diabète insipide, c'est aussi un diabète. Si je vous dis diabète insipide, barque seulement, vous allez comprendre trouble de l'ADH. Mais il y a d'autres troubles. Donc, c'est des découvertes qu'on avait établies après avoir nommé. C'est pour ça que ça se chevauche. D'accord? Le diabète insipide gestationnel. Au cours de la grossesse gestationnelle. D'accord? Si la femme est vectrice d'un diabète insipide, voir les causes congénitales du diabète insipide, on va le voir. Au cours de la grossesse, son placenta synthétisera une protéase qui va détruire l'ADH. Vous voyez? Ici, il y a une destruction de l'ADH par une hormone, une enzyme placentaire. Donc, c'est comme si elle avait un diabète néphrogénique. L'ADH ne va pas, l'ADH il est sécrété normalement, mais il ne va pas réaliser sa fonction. Pourquoi? Parce qu'il est dégradé. Pourquoi? Parce qu'il est enceinte. D'accord? Le placenta va dégrader l'ADH. Madame? Et diabète insipide. Très bien. Donc, au cours de la grossesse, le placenta peut synthétiser des enzymes qui vont dégrader quoi? Qui vont dégrader l'ADH. Qui dégrade l'ADH, j'aurai un diabète insipide. D'accord? Il y a aussi la potomanie. Voilà, il l'a cité ici. La potomanie, elle l'a cité ici. Syndrome polydipsique plus trouble du comportement, qui ressemble au diabète insipide cliniquement, mais pas étiologiquement. D'accord? Ça, c'est une personne qui prend beaucoup d'eau. Elle a l'eau. Et là, on va se rendre compte que c'est présent des troubles psychiatriques qui accompagnent ce truc. D'accord? Oui? Non. Pas tout le temps. D'accord? Pas tout le temps, et son expression est variable. Nous n'avons pas de syndrome polydipsique chez toutes les femmes enceintes. Ça, voilà. Le diabète insipide, donc là on va voir le diabète insipide proprement dit, c'est-à-dire lorsqu'il y a un trouble de l'ADH. J'ai plusieurs types. Le diabète insipide central ou crânial ou neurogène ou hypothalamique. Attention, je vous redéfinis dès maintenant. Les axes, ça va vous aider dans leur compréhension. Il faut faire la différence entre ce qui est central, ce qui est périphérique, et ce qui est primaire et ce qui est secondaire. Primaire et secondaire, c'est une classification. D'accord? Centrale et périphérique, c'est une autre classification. Quand je dis primaire, ça ne veut pas dire que c'est central. D'accord? Je peux avoir un trouble qui est primaire, central. Je peux avoir un trouble qui est primaire, périphérique. Je peux avoir un effet central, secondaire. Je peux avoir un effet secondaire, périphérique. Central, c'est au niveau du système nerveux central. Périphérique, c'est au niveau des organes périphériques. D'accord? Primaire, que veut dire le mot primaire? Vous vous concentrez. Primaire veut dire que c'est l'organe qui synthétise cette hormone dont je parle qui est touché. C'est l'organe qui synthétise l'hormone dont je parle qui est touché. C'est l'organe qui sécrète l'hormone en question qui est touché. Ça, c'est primaire. Secondaire, c'est un trouble au niveau d'un autre organe. C'est un trouble au niveau d'un autre organe. Je vous donne un exemple. On va voir les exemples plus tard, on va vous des exemples. Par exemple, une hypothyroïdie, d'accord? Les hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes. Il y a une stimulation au niveau de l'hypothalamus. L'hypothalamus, on a vu ça. L'hypothalamus stimule l'anti-hypophyse. L'anti-hypophyse stimule la glande thyroïde. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. Je parle de l'hormone thyroïde. Si j'ai un trouble au niveau des hormones hypothalamiques ou la hypophysaire, j'ai un trouble au niveau de la sécrétion hypophysaire. L'hypophyse ne sécrète pas les hormones qui sont censées stimuler la thyroïde. C'est quoi les hormones? C'est la TSH. La TSH est censée stimuler les glandes thyroïdiennes qui sécrètent les hormones thyroïdiennes. Si j'ai un trouble au niveau de la sécrétion de la TSH, il y a une hyposécrétion de la TSH. D'accord? Qu'est-ce que je vais avoir comme résultat? Une hypothyroïdie. Est-ce que cette hypothyroïdie est centrale ou périphérique?
centrale. Est-ce qu'elle est primaire ou secondaire? Très bien. Elle est centrale secondaire. Elle est centrale parce que c'est le système nerveux qui est touché. Pourquoi? Parce que l'hypophyse est située au niveau du système nerveux, mais elle est secondaire parce que ce n'est pas la glande qui concerne les organes thyroïdiens qui est touchée, c'est une autre glande, c'est l'hypophyse. Donc ici, une hypothyroïdie par atteinte de l'antéhypophyse est une hypothyroïdie centrale secondaire. Si c'est une atteinte de la thyroïde elle-même, c'est une atteinte primaire périphérique. Primaire parce que c'est la thyroïde qui sécrète les hormones thyroïdiennes. Donc c'est primaire. La thyroïde n'est pas située dans les glandes. Dans le système nerveux central. Donc c'est un trouble. Donc c'est un trouble périphérique. Donc tout ce qui est central n'est pas primaire. D'accord? Quand je parle de la thyroïde, très bien. Par contre, si je parle de l'ADH maintenant, si j'ai un trouble de la sécrétion de l'ADH au niveau hypothalamique, c'est un trouble primaire central. C'est un trouble primaire central. Est-ce que vous avez compris? Avant d'avancer, il faut que vous me disiez que vous avez compris cette notion. Vous l'avez compris, c'est bon? Sûr? C'est clair, c'est bon? Très bien. Clair? Paranéoplasique, oui. Par des substances ACTH-like, oui. Il sera secondaire. Il sera secondaire ou il sera dit périphérique. Pourquoi? Parce que le syndrome paranéoplasique est l'ensemble des manifestations dues à la présence, d'accord, à la présence en quantité anormale d'une substance et qui est sécrétée par des cellules tumorales. Donc un syndrome paranéoplasique, c'est l'ensemble des manifestations. Le cancer du poumon, je peux avoir une hyper-ACTH, oui, mais pas seulement ça. C'est quoi le syndrome paranéoplasique? Le syndrome paranéoplasique est l'ensemble des manifestations métaboliques situées d'une façon éloignée de la tumeur. Maintenant, ce n'est pas la présence physique de la tumeur, ce n'est pas la multiplication de la tumeur qui cause le trouble, mais c'est quoi? Mais c'est l'effet adopté par ces cellules. Certaines cellules tumorales, c'est des cellules qui ont perdu le contrôle. Donc elles peuvent commencer à synthétiser les hormones thyroïdiennes. Donc une hyperthyroïdie au cours d'un cancer, c'est un syndrome paranéoplasique. D'accord? Je peux avoir différentes manifestations parce que les cellules tumorales peuvent synthétiser différentes substances. Elles peuvent synthétiser des hormones, des enzymes. La manifestation de ces hormones créera le syndrome paranéoplasique. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Allez, on continue. Cause. Diabète insipide central ou cranial. Donc central ou cranial ou neurogène ou hypothalamique. D'origine hypothalamique. Défaut de production. Un défaut de production de l'ADH. Ce défaut de production, il peut être congénital. Mutation du gène codant pour l'ADH. Les acides aminés sont remplacés par d'autres. D'accord? Donc, ces mutations, elles peuvent toucher la neurophysine ou l'ADH. Et ce cellule aura un trouble de la maturation de l'ADH. L'ADH, je ne pourrais pas avoir une ADH active. C'est une mutation inactivatrice. C'est une mutation inactivatrice. Donc, c'est une mutation. Donc, c'est une maladie congénitale. Au niveau de mes gènes, l'ADH est modifié. Au niveau de mes gènes, l'ADH est modifié. Le syndrome de Wolfram, maladie complexe comprenant un diabète insipide, un diabète sucré, voyez, c'est un malheur. Un diabète insipide avec un diabète sucré, avec des troubles visuels et auditifs dus à la mutation de deux gènes. Donc le syndrome de Wolfram, c'est des mutations, d'accord, qui associent un diabète sucré, un diabète insipide, des troubles sensoriels, un type de troubles visuels et auditifs. Il est fait de quoi le syndrome de Wolfram? Vous voyez, le syndrome de Wolfram, il est fait d'un diabète insipide, d'un diabète sucré, de troubles visuels et auditifs. D'accord? Dû à la mutation de gènes. D'accord? Syndrome de Wolfram. Diabète insipide, diabète sucré, diabète insipide, diabète sucré. En plus de ça,
Salam wa rahmatullahi ta'ala. Donc, diabète insipide, diabète sucré. En plus de ça, j'aurai des troubles sensoriels. Oui. Ça, c'est les causes congénitales. On va voir les causes secondaires ou acquises. D'accord? Dû à des maladies qui se développent au niveau du système nerveux central, je suis toujours dans les troubles de production. Attention, je suis toujours dans les troubles primaires, mais qu'il y a des troubles congénitaux, comme il y a des troubles acquis. Je peux avoir des maladies infectieuses, les encéphalites, les méningites, qui vont détruire les cellules nerveuses. Un accident, suite à des traitements chirurgicaux au niveau du SNC, où le chirurgien il lèse l'hypothalamus, d'accord? Un accident aussi, un traumatisme crânien, une radiothérapie. L'essentiel que je vais léser les neurones ne vont pas exercer leur fonction, les neurones hypothalamiques. Donc les deux sont des troubles centraux. Le premier est congénital, le deuxième est acquis. Voilà. Attention, secondaire ne veut pas dire périphérique. Ah, j'aime pas ce... Gardez congénital acquise, d'accord? Très bien. Pour que le syndrome polyuropolydipsique apparaisse, il faut que 80% des neurones soient détruits. Vous voyez? Parce que la DH, elle exerce sa fonction en de très petites quantités, très petites concentrations. Donc avec les 20%, bon, à partir de 20%, je commence à avoir les troubles. Le diabète insipide périphérique. Donc, le périphérique, il est secondaire et le central, il est primaire. Kif, je peux avoir une anomalie congénitale comme je peux avoir une anomalie acquise. Mutation du récepteur, d'accord, pouvant affecter n'importe quel segment de ce dernier, dont la plus importante est la mutation de l'arginine 137, qui est remplacée par l'histidine. Question d'examen, celle-là vous l'apprenez. D'accord? La mutation de l'arginine en position 137, elle est remplacée par de l'histidine. L'arginine, c'est un acide aminé. Il n'est même pas indispensable. Non? Excellent. Et l'histidine aussi. Donc c'est très facile de muter d'un acide aminé vers un autre acide aminé lorsqu'ils sont de la même famille. Et Richard, quels sont les acides aminés essentiels? Oui, quelle est la phrase? Oui. 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 Méditer, oui, qui? Isolte. D'accord. Quoi? Oui. C'est un même mot technique. Mets-le dans la valise, vous ne m'écoutez pas, je crois que vous ne m'écoutez pas. Mets-le dans la valise, c'est une phrase fausse. D'accord? Elle est fausse. Elle est fausse. D'accord? Il fait trop d'histoire d'argent. C'est faux. D'accord? L'histidine n'est pas indispensable. Il est parfois indispensable. L'arginine n'est pas indispensable. Donc, les acides aminés essentiels et après vous apprenez les exceptions. D'accord. Allez, on continue. On ne parle pas, s'il vous plaît. Très bien. Donc l'atteinte peut être congénitale, c'est la mutation du récepteur. Le récepteur ne va plus reconnaître l'ADH, donc il ne va plus réaliser sa fonction. Les garçons, vous avez plus 1 plus 1. Les garçons, contrairement à la nature. Donc les filles, vous avez moins 5. Et ben voilà, c'est à cause de vos camarades. Non.
c'est les dernières sens, restez tranquille, s'il vous plaît. Le gène codant pour la VDR se retrouve sur le chromosome X. D'accord? Donc c'est une maladie qui apparaît uniquement chez les garçons. Voilà. Parlons de garçons, voilà. In your eyes. Le gène pour la mutation in your face, monsieur. Le gène codant pour la VDR est codé par le chromosome X. Donc puisque elle a 2X, il ne va pas s'exprimer chez la femme, il va s'exprimer chez le garçon. Mutation du gène, s'il vous plaît. Mutation du gène codant pour l'aquaporine 2. Il n'est pas lié à l'X, ils peuvent siéger sur le domaine extracellulaire, membranaire ou intracellulaire. Donc, je peux avoir une mutation du gène, soit du récepteur, soit de l'aquaporine 2. S'il y a un trouble de l'aquaporine 2, j'aurai aussi un trouble du fonctionnement. Pour que l'ADH puisse fonctionner, pour que l'ADH puisse réabsorber l'eau, il faut qu'il y ait une succession normale et physiologique de toutes les étapes. Je dois avoir de l'ADH qui est sain, je dois avoir le récepteur de l'ADH qui est sain, je dois avoir le récepteur aquaporine 2 qui n'est pas muté, d'accord? Donc toutes ces différentes phases, tous ces différents éléments doivent rester normaux. Donc j'ai une mutation du gène de l'aquaporine 2, il peut aussi nous donner un diabète insipide, d'accord? Donc pour avoir un diabète insipide, soit j'ai une mutation des gènes de l'ADH, soit j'ai un trouble au niveau des neurones de l'ADH, soit j'ai des mutations au niveau du récepteur de l'ADH, soit j'ai des mutations au niveau du récepteur, une mutation au niveau du gène de l'aquaporine. Je vais voir maintenant les acquises périphériques, c'est la destruction du rein par plusieurs maladies telles que la tuberculose. Donc la tuberculose, elle peut vous donner un certain polyuropolidipsique par destruction des récepteurs d'ADH, de l'aquaporine. Il y aura une destruction du tissu rénal, pas une maladie. D'accord? Donc j'ai combien de troubles? J'ai des troubles centraux de deux types, congénitaux et acquis. J'ai des troubles périphériques, congénitaux et acquis. D'accord? J'ai 4 types de troubles. D'accord? Exploration. Est-ce que vous avez compris le type de trouble? L'essentiel, c'est que l'ADH ne réalise pas sa fonction. Soit c'est un trouble central au niveau de l'ADH, de sa sécrétion. Le trouble central, il peut être congénital, mutation au niveau du gène de l'ADH. Il peut être acquis, destruction des neurones de l'ADH. D'accord? Ça, c'est central. Ce qui est périphérique, c'est au niveau des récepteurs périphériques. Soit c'est congénital, mutation de ces gènes, soit c'est acquis, c'est la destruction de ces récepteurs. D'accord? Oui. On n'a pas cité les gènes Flecourt. Je ne sais pas quel gène, je ne sais pas exactement. Oui, on va chercher, on va essayer de trouver. D'accord? Mais concentrez-vous. Je vois, à partir de maintenant, les questions qui... Non, il n'y a pas de questions débiles. Les questions qui toucheront des phrases que j'ai déjà citées, je n'y répondrai pas. Voilà. Parce que les affaires, ça. Exploration par le dosage de l'ADH plasmatique, d'accord, et par l'osmolalité plasmatique, par le dosage de l'ADH et par le dosage de l'osmolalité. Donc j'ai face à moi, parce que vous dites que c'est Ousmane. Je vais vous raconter une histoire vraie. Je ne voulais pas vous la raconter, mais je vais vous la raconter. Parce que vous ne donnez pas de l'importance à cela. Eh bien, je connais personnellement, d'accord, personne m'a raconté que elle est partie chez un diabéto, il lui a diagnostiqué un diabète insipide chez cette personne, d'accord? Raht à l'assurance, la CNAS. Qu'est-ce qu'il lui a écrit, la CNAS? La CNAS, bon, il y a une certaine bureaucratie. Le but des médecins de la CNAS, certains médecins de la CNAS, c'est de ne pas vous donner le traitement. Les papiers. On dirait que son but, c'est que tu ne réussisses pas. Ah, il te manque ça. Tu retournes, tu reviens la semaine prochaine. Donc, les médecins de la classe font des contre-visites pour ne pas gaspiller de l'argent. D'accord? Des contre-visites, maintenant, moi-même, je réévalue le traitement, le diagnostic du médecin. Et bien, le médecin de la classe, il reçoit la lettre, diabète insipide. Qu'est-ce qu'il fait, le monsieur? Il dose la glycémie. D'accord? Glycémie correcte. Traitement refusé. Et la personne, elle est repartie chez son diabéto. Bien, quand on a refusé le traitement, elle a lu la lettre.
diabète glycémique équilibré. Est-ce que vous savez c'était quoi la réponse du diabète? Et vous avez raconté, c'est le prof qui vous l'a raconté. Voilà, c'est la même histoire qu'on l'a raconté. Vous savez ce qu'il a fait? Il a imprimé le cours. Il a imprimé le cours du diabète insipide. C'est un médecin qui fait face à des patients. Le patient, il aurait pu retourner chez lui ou avoir de graves complications. Elle a déjà le médecin. Battre le cours, d'accord? Battre le cours, alors je m'attends diabète insipide. Glycémie correcte. D'accord? On ne donne pas l'importance à ça, on devient comme ces personnes-là. Donc soit vous choisissez d'être bon, soit non. D'accord? Alors vous vous concentrez pour ne pas écrire plus tard glycémie correcte. Donc face à un syndrome polyuropolydipsique, on doit soit doser l'ADH et on dose l'osmolalité plasmatique. On va se retrouver face à certaines situations. Si, le dosage de l'ADH, si on pousse dans nos explorations, d'accord, on n'arrive pas toujours au dosage de l'ADH. Si l'osmolalité, pour arriver à doser, ce que je veux vous dire, c'est que le dosage de l'ADH, puisqu'il est cher, il faut avoir diagnostiqué le diabète insipide. Maintenant, on est en train de rechercher son origine. Est-ce qu'il est central, est-ce qu'il est périphérique? D'accord? Si l'osmolalité plasmatique est élevée, alors que l'ADH est basse, ce n'est pas normal. Une osmolalité élevée est censée stimuler l'hypothalamus. Donc, normalement, la quantité d'ADH est élevée. Donc, c'est la sécrétion de l'ADH qui n'est pas normale. Donc, c'est un diabète insipide crânial. Je vais orienter mes investigations vers le diabète insipide crânial. Mes investigations, c'est quoi les investigations? C'est d'abord un bon interrogatoire. Un traumatisme qui compte. Est-ce que vous avez subi une chirurgie? Quels sont vos antécédents? Je vais chercher dans le crânien. D'accord? Est-ce que vous avez eu une encéphalite? Est-ce que d'être méningite qui compte? Tout ça est important. Vous allez être admis en 3e année. Si vous ne faites pas bien la sémiologie TACOM, vous allez rater toute votre carrière. Je vous le dis dès maintenant. D'accord? Il est le premier trimestre comme ta sémiologie. Vous n'apprenez pas des centaines de fois comment on fait l'interrogatoire. Chaque matin, chaque semaine, à chaque fois que vous allez dans vos hôpitaux, si vous n'allez pas 1 heure à l'avance avant votre résident, que vous prenez n'importe quel cas patient et que vous réessayez et réessayez de prendre un bon interrogatoire, vous allez le rater parce que personne ne vous le refera. Vous apprenez à interroger le patient en 3e année. D'accord? En 3e année, vous avez votre interrogatoire que vous allez ensuite, selon le module, selon la spécialité, orienter et réévaluer. D'accord? Alors, je vous montre un exemple. Je ne sais pas si je l'ai. Je ne crois pas, je les ai supprimés. Ils ne sont plus là. Donc, j'ai ma propre observation, d'accord? J'ai ma propre observation que j'établis moi-même au fur et à mesure avec les modules et que je complète. L'observation, elle n'a pas changé depuis la 3e année. Depuis la 3e année, on la complète. La 3e année, vous devez, face à un patient, vous devez savoir ce qu'il faut faire. Comment l'interroger, son nom, son prénom, l'état civil, le motif de consultation, le motif d'hospitalisation s'il est hospitalisé, l'histoire de la maladie, les antécédents personnels, physiologiques. Toujours d'abord, puis médicaux, puis chirurgicaux, puis les antécédents familiaux, puis les comportements à risque, puis le comportement social, puis la soumise à pression, puis vous commencez votre examen. Vous devez mener un bon interrogatoire. Si vous suivez les étapes de l'interrogatoire, il ne vous est pas suivi d'inventer ou d'essayer de comprendre. Suivez le plan de l'interrogatoire, vous allez avoir le diagnostic. William Osler, le père de la médecine moderne, avait dit « Laissez le patient parler, il vous donnera le diagnostic. » Laissez le patient parler, il vous donnera le diagnostic. Donc vous devez donner de l'importance à votre apprentissage. Ça, vous allez être confronté à ça au cours de votre pratique. Ce n'est pas des modules à acquérir qui mettent les autres spécialités. C'est des acquis professionnels. Votre métier dépend de votre formation. Donc vous devez bien faire les choses. Hadi est médecine. D'accord? Allez. On continue. Très bien. Donc on va s'orienter. Ah, c'est bien. Comme ça vous êtes calme. Diabète insipide crânial. Osmolalité plasmatique élevée plus ADH élevé. Là, l'osmolalité elle est élevée malgré l'élévation de
l'ADH, malgré l'élévation de l'ADH, donc c'est un diabète périphérique. C'est un diabète périphérique parce que le taux d'ADH il est normal. Le taux d'ADH il est normal, donc je dirais que l'anomalie elle est périphérique. Troisièmement, osmolalité plasmatique normale et ADH normal. Donc je dirais que c'est un trouble de la soif, c'est un diabète insipide dipsogénique. Attention, les explorations kamel, on les fait devant un syndrome polydipsique. J'ai une anomalie, je ne prends pas les gens dehors et je dis qu'il y a l'ADH. D'accord? Donc il présente un syndrome polydipsique et j'ai dosé l'ADH, je l'ai trouvé normal. J'ai dosé l'osmolalité, elle est normale. Pourquoi il a soif? Soit il est potoman, trouble psychiatrique, soit il a un trouble au niveau des osmorécepteurs. Si l'examen d'ADH plasmatique n'est pas disponible, on utilise alors un test dynamique. D'accord? C'est le test de soif ou de restriction hydrique. Et c'est ici que vous allez comprendre ce que veut dire le test dynamique. Vous avez vu les tests statiques, les explorations statiques et les explorations dynamiques. Oui, le cours de glucides surtout. On avait dit que les explorations statiques, elles consistaient à mesurer sans modifier. Attention, il faut savoir ce que veut dire statique et cinétique ou la statique et dynamique. Statique, maintenant, je dose sans rien faire. Je prends l'individu, je dose. Dynamique, je provoque des modifications. Je donne du glucose, j'injecte de l'insuline, j'injecte de la desmoplasine. D'accord? C'est ça dynamique. Dynamique, c'est que je provoque et j'attends une réponse. En fonction de la réponse, je vais déduire mon diagnostic. D'accord? C'est ça la différence entre ce qui est statique et ce qui est dynamique. Très bien. Si l'examen est tombé, tu flash disque. Très bien. Je fais la pause, je me sage. Si l'examen d'ADH plasmatique n'est pas disponible, on va réaliser un test de restriction hydrique pour provoquer la libération d'ADH. Donc, je prends un individu, je le prive d'eau. Nacho, tout simplement. Je le prive d'eau pour augmenter l'osmolarité et pour provoquer une sécrétion de l'ADH. Les inconvénients, elle est dangereuse. Quand on donne soif à un individu, c'est pas anodin. D'abord, on doit attendre une longue période, de 8 à 10 heures. Elle peut être dangereuse. On prive le patient d'eau pendant 10 heures. Pas de consommation d'eau, plus polyurie, perte d'eau non compensée. C'est dangereux, surtout s'il est vraiment malade. Parce que s'il est vraiment malade, je lui donne de l'eau ou je ne lui donne pas d'eau, il va continuer à émettre des urines. Vous connaissez, vous avez déjà vu une photo d'une personne avec un diabète insipide? Quel fait diabète? C'est des personnes maigres. Pourquoi? Parce qu'elles éliminent l'eau, malgré une déshydratation extracellulaire. Parce qu'il n'y a pas d'ADH, il n'y a pas de récupération d'eau et le système d'entre-courant continue à fonctionner. Quand les urines arrivent diluées au niveau du contrôle distal et du canal conducteur, en descendant, il n'y a pas d'ADH pour entrer d'eau. Donc elle continue à émettre des urines diluées qui malhent le canal collecteur. Vous voyez? Pourquoi il n'y a pas de compensation? Il n'y a pas ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'au niveau du contrôle distal, je dois avoir des urines diluées. D'accord? Ce n'est pas suffisant. L'aldostérone, il est synergique avec l'ADH, mais ils n'ont pas exactement les mêmes fonctions. L'aldostérone est un hyperosmolarité qui inhibe la réabsorption de l'aldostérone. C'est l'équilibre entre les deux. Donc, je réabsorbe le A+. Contre une sécrétion d'A+, je peux provoquer des hypocalémies, je peux provoquer des alcaloses pour l'élimination du H+. J'ai une hyperosmolarité, même quand on a un A+, que je suis en train de réabsorber. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Je ne peux pas tout remplacer. Puisque la DH, elle est là, maintenant elle est vitale et j'en ai besoin. D'accord? Il ne doit ni fumer, ni prendre de café. Parce que la nicotine stimule la sécrétion de l'ADH, d'accord? Et le café peut avoir des effets centraux. D'accord? Donc il faut faire attention. Le malade, arrêt immédiat de l'épreuve conteste. Si le malade présente des signes de déshydratation, s'il commence à vraiment se déshydrater, des troubles encéphalétiques, des signes de déshydratation intracellulaire, tout, je dois arrêter l'épreuve, sinon je mets en danger la vie de mon patient. S'il perd 2 kilos pendant l'épreuve, vous imaginez, il peut vous uriner 2 litres.
au cours de l'épreuve. 2 litres, et ben laissez-le, il va vous faire un choc et il va mourir. Alors, comment on fait l'épreuve? Oui? Pour qui? Quoi? Ça? Non, c'est pas trop. Non, c'est ça. Oui, parce qu'on a changé le programme. Tu vois bon. Ah, biochimie, mais c'est qui m'a arrêté un tir. Biochimie, vous étudiez la biochimie structurelle et métabolique. Maintenant, nous, en première année, nous avons étudié la biochimie métabolique. En deuxième année, nous avons vu la profondeur. Vous n'avez pas fait ça? Si. C'est pour ça que nous avons dit comme ça l'endocrino. Parce qu'on a tout fait. Parce qu'on a enlevé le programme Tanata la première année. Vous aviez des TD. On nous a enlevé les TD. Non? QCM, mais. Non? Eux, c'est des QCM. Nous, c'était des crocs. Mais on nous avait la promo d'avant. À partir de la promo d'avant, avec l'indice diode et tout, on a tout enlevé. Toute la métabolique que vous avez vue en deuxième année, on l'a vu en première. Voilà, donc on l'a vu en première, en deuxième on nous a ajouté la pathologie. Et je pense que c'est mieux. Même on a 10 crocs et 20 non, 10 crocs et 20 QCS. Haka, 20 QCS, 10 crocs. Donc là c'est des QCM. Donc ça a un peu changé. Allez, on continue. C'est mieux comme ça, c'est mieux. Vous êtes des futurs cliniciens, mais comment déroule l'indice diode? Oui. La biochimie, c'est très important. Allez, on continue. Ça fait qu'il y a de la biochimie, de la HHH. Je suis les kilomicrons, les lipoprotéines. On continue. Je vous comment on réalise ce test? On recueille les urines du patient, on dose la densité urinaire, d'accord? Si on n'arrive pas à doser la densité urinaire ou l'osmolarité urinaire, on mesure alors la natriuréase. On va calculer le taux de sodium si on n'a pas de moyens. Plus plusieurs prélèvements sanguins par une seule piqûre. Donc on va prélever le sang et prélever les urines pour comparer entre la composition du sang et la composition des urines. Pour doser la natrémie, du coup, avoir à peu près la valeur de l'osmolarité plasmatique. Remarque, on peut raccourcir l'épreuve en provoquant une hypertonie, perfusion avec jus sérum hypertonique. Donc on peut accélérer l'épreuve en lui donnant des solutions salines, hypertoniques. D'accord? On lui donne des solutions hypertoniques pour augmenter l'osmolarité. L'augmentation de l'osmolarité, on attend la sécrétion de l'ADH. Donc on augmente l'osmolarité nous-mêmes et on attend les résultats. Résultats. Allez, on va voir les résultats. Vous essayez de vous concentrer. Donc c'est les urines. On dose la natriuréase, le sodium. Ça c'est accessible. Le dosage c'est le 1A+, d'accord? Dans les urines. La natriuréase. Quels sont les résultats attendus? J'ai pris un individu où je l'ai privé d'eau pendant 10 heures. Qu'est-ce qui va se passer? Chez les sujets sains, le volume des urines va baisser. J'aurai des urines concentrées. D'accord? Concentration des urines. Concentration des urines. Par augmentation de leur concentration. Il y a une concentration des urines et une diminution de leur volume. Donc, qu'est-ce qu'il va faire l'individu? Il a soif. Hop, il récupère l'eau et il éjecte des urines concentrées. Donc, quand un sujet ayant un diabète insipide dipsogénique, même comportement que le sujet sain, va avoir le même comportement. Pourquoi il va avoir un comportement différent? Lui, il a son ADH qui est normal. D'accord? C'est un sujet qui a soif parce que ses récepteurs, ses osmorécepteurs sont abaissés, ont abaissé leur seuil. Mais si il a soif, même s'il boit l'eau normalement, il a soif. Il a soif parce que ses osmorécepteurs ont un seuil bas à 250. Mais si je le prive tôt, il va réabsorber avec de l'ADH parce que son ADH est normal. On avait dit que le diabète insipide dipsogénique était dû à un trouble des centres de soif, pas de l'ADH. Donc, il va avoir la même réponse.
Sujet ayant un diabète insipide, proprement dit, un diabète insipide par trouble de l'ADH, il aura une osmolarité urinaire basse malgré la restriction hydrique, osmolarité plasmatique élevée, natrémie augmente chaque 2 heures. Plus j'avance, il continue à uriner et l'osmolarité plasmatique augmente. Pourquoi l'osmolarité plasmatique augmente? Parce que je suis en train de diminuer l'eau de son organisme. Il est atteint de la maladie, il avait l'habitude d'uriner beaucoup, mais il buvait beaucoup. Je l'ai privé d'eau, donc il ne peut plus boire. Donc il y aura une concentration plasmatique qui va augmenter chaque 2 heures. Ce sujet a un diabète insipide. Pour reconnaître si c'est un diabète insipide, il faut administrer de l'ADH. Pour savoir quel est le type, est-ce qu'il est central ou périphérique, je donne de l'ADH. Quand je donne de l'ADH, si ça s'arrange, ça veut dire qu'il est sans regarder. Très bien. Si ça ne s'arrange pas, c'est périphérique. Si c'est central, maintenant l'ADH, elle est anormale. Je donne de l'ADH, hop, les signes régressent. Si c'est périphérique, c'est-à-dire que c'est les récepteurs qui sont atteints. Maintenant, je donne l'ADH, elle ne donnera rien parce que c'est les récepteurs qui seront atteints. D'accord? Si l'ADH n'agit pas, il est périphérique. Si elle agit, il est central. Le sujet potomanique, pendant l'épreuve, le sujet vous montre des troubles de comportement. D'accord? Si vous remarquez des troubles de comportement, vous allez directement l'orienter vers le psychiatre. Est-ce que toute personne présentant des troubles du comportement, selon vos connaissances, est-ce que toute personne se présentant chez vous en tant que biochimiste ou endocrinien, vous devez l'orienter chez un psychiatre? Quelle est la personne qu'il ne faut pas orienter? Un trouble du comportement, agitation, un trouble du comportement. Il doit être planifié par des hallucinations, une désorientation spatio-temporelle, c'est l'hypoglycémie. Très bien, un sujet hypoglycémique. Un sujet hypoglycémique, il va vous montrer des manifestations psychiatriques. D'accord? Quand il y a une personne qui commence à se mettre du rouge à lèvres, donc la souffrance cérébrale, elle est terrible. D'accord? Donc on oriente passer les psychiatres. On a terminé avec le diabète insipide. Très bien. On va voir le SIAD. Très bien. On a presque terminé. Ce n'est pas la peine d'enregistrer une nouvelle vidéo. On termine le SIAD maintenant, puis on fera une pause. Il est déjà 2h moins 25. C'est passé tellement vite. Tant mieux. J'espère. Aïe. شريتو كبش طبيبان شريتو كبش واسمه. J'espère que vous ne nommez pas. On nomme les chats, les chiens. Allez. On continue, s'il vous plaît. Le syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH. Syndrome de sécrétion inappropriée. Maintenant, c'est une sécrétion exagérée d'ADH. C'est une sécrétion exagérée d'ADH. Syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH. D'accord? Là, c'est un autre problème. C'est des personnes qui ont beaucoup plus d'ADH qu'il ne faut. Ils ont beaucoup plus d'ADH qu'il ne faut. Très bien. Elle est causée par un excès de production ou d'activité de l'ADH. Ces causes, ça peut être une tumeur induisant un excès de synthèse, une tumeur hypothalamique, un syndrome paranéoplasique. D'accord? Un taux normal de l'hormone, mais les récepteurs fonctionnant en permanence. C'est l'excès d'activité. Donc le récepteur de l'ADH va stimuler l'adénylate cyclase en excès. Il va stimuler avec excès l'adénylate cyclase. La clinique, ils ont une oligurie. Ils ne vont pas uriner, ils vont concentrer les urines, ils vont ouvrir comme les canaux
les aquaporines qui dépendent de l'ADH. Donc ils vont réabsorber le maximum de sang. C'est comme s'ils ne buvaient rien. C'est-à-dire qu'ils ne vont garder que avec la miction obligatoire. D'accord? Ils ne vont garder que la miction obligatoire. Le malade urine peu et boit peu. Ils se sentent gonflés tôt. D'accord? Donc il diminue de boire. Symptômes neuromusculaires. Souffrance musculaire telle que la crampe, telles que les crampes et la fatigabilité. Pourquoi les crampes et les fatigabilités? Parce que j'ai une hyperhydratation. D'accord? Voilà, l'hyperhydratation intracellulaire, on peut pas les contractions musculaires, elles ne peuvent pas être réalisées comme il faut. La fatigabilité aussi. Tout simplement. Il est tout plein d'eau. Les signes neurologiques des céphalées, des nausées, c'est des signes d'hyperhydratation thermique. Céphalées, nausées, vomissements, une confusion mentale, d'accord, pouvant aller jusqu'au coma, d'accord. Oui, par une hyperhydratation, une hyperpression intracrânienne, tout ça. Oui, l'intoxication à l'eau. Parce que il y aura une hyperhydratation extracellulaire, l'hyperhydratation extracellulaire va devenir hyperhydratation intracellulaire, ou l'hyperhydratation intracellulaire, on va faire perdre les fonctions aux cellules. D'accord? Elles peuvent même être détruites par choc osmotique. Cause, excès de production d'ADH, excès de réabsorption, excès de production, ou là, on a soit un excès de production, soit un excès du récepteur, du fonctionnement du récepteur, même avec un taux d'ADH normal. Donc je peux avoir aussi un effet central, qui est l'excès de production de l'ADH, comme un effet périphérique, qui est l'excès de la fonction du récepteur. Il est muté, il peut être muté, il peut être transformé, il peut être modifié. D'accord? On va voir les différentes causes. Excès de réabsorption, augmentation de la volémie, diminution de la concentration. Donc il y aura une hyponatrémie. Une hyponatrémie, c'est un signe de... En physiopathologie, l'hyponatrémie veut dire... Oui? Non. On a l'hypernatrémie, veut dire les déshydratations intracellulaires. L'hypernatrémie, l'hyponatrémie. Hyperhydratation intracellulaire. Hyperhydratation intracellulaire. D'accord? Attention, la natrémie ne reflète pas le milieu extracellulaire. La natrémie reflète le milieu intracellulaire. Gardez cette information en tête. La natrémie reflète l'état du milieu intracellulaire. Une hypernatrémie veut dire hypohydratation, une déshydratation intracellulaire, et une hyponatrémie veut dire une hyperhydratation intracellulaire. D'accord? Haïa. Très bien. Hyponatrémie, perturbation du processus de dépolarisation des membranes au niveau des cellules électriquement excitables, le neurone, le muscle, quelques glandes, il y aura une souffrance musculaire. Donc, je vais avoir un trouble au niveau du potentiel de repos et de l'excitabilité membranaire. Vous voyez combien c'est dangereux? L'exploration, on va l'obliger à boire de l'eau. Dosage de l'ADH, si on trouve le plus souvent, mais pas toujours, des taux d'ADH élevés. Si ce n'est pas des taux d'ADH élevés, c'est que c'est le récepteur qui est anormal. Si on n'y arrive pas, on dose la natrémie, kiff. Donc on va trouver une natrémie basse, une hyperhydratation et une hyponatrémie. On réalise un test dynamique de freination, épreuve de surcharge hydrique. On donne aux patients à boire de l'eau, d'accord? De l'eau. Très bien. On fait boire aux malades en moins de 30 minutes 20 ml d'eau par kilogramme. Ça fait combien 20 ml de... Par exemple, disons que vous pesez 60 kg, d'accord? Ça vous plaît? 60 kg, disons 60 kg, 70, allez, 70 kg, c'est 20 ml par kilogramme. Ça fait combien? Ça fait 200 ml x 7, ça fait 1400. Et dites-là, 20 minutes. D'accord? C'est beaucoup quand même. D'accord?
20 ou 2 20 ou 30 minutes. 20 fois 70 شحال تعرفوا ولا حسبوا 1400 شكون يقول 1200 1400 70 كيلو oui donc 1400 donc on lui donne 1 litre et demi en 20 minutes voilà. Et on va mesurer la DRS, l'osmolalité plasmatique et l'osmolalité urinaire. Les résultats attendus. Chez les sujets sains, il va uriner tout simplement. D'accord. 4 heures après la prise d'eau, élimination de 90% du volume d'eau, avec des urines diluées, etc., etc. Voilà, donc urine diluée, osmolalité basse, la densité urinaire est basse. L'osmolalité plasmatique est dans les valeurs physiologiques. Donc il y a beaucoup d'eau, je réabsorbe ce dont j'ai besoin et j'élimine le reste. Le sujet ayant un CAD, 4 heures avant la prise d'eau, il ne va éliminer que la moitié. Vous imaginez, il va garder plus qu'une demi-litre dans son organisme. Du volume d'eau pris, donc, urine anormalement concentrée, il va émettre des urines concentrées et je vais avoir cette eau que j'ai bu, elle va rester emprisonnée dans le sang. Elle va rester emprisonnée dans le sang, ce qui est grave. D'accord? Il a bu beaucoup d'eau et il a beaucoup d'ADH, donc il y a une réabsorption d'eau, urine concentrée, osmolarité plasmatique basse ou hyponatrémie. Il a produit beaucoup d'ADH, donc il absorbe beaucoup d'eau, donc l'eau va se retrouver au niveau du territoire vasculaire. Les causes, elles peuvent être acquises ou secondaires. Acquises, quand il parle de secondaire, il veut dire qu'elles sont acquises. Parce que ce qui est congénital, c'est primitif. C'est mieux que de dire primitif que de dire primaire. Donc je peux avoir primitif et secondaire. Les tumeurs hypothalamiques d'abord. Siège au niveau des deux noyaux, supraoptique et paraventriculaire, engendre un excès de synthèse et de production d'ADH, donc il y aura un excès d'ADH. Si ce n'est pas une tumeur hypothalamique, c'est une tumeur ectopique. Quand on dit ectopique, un tas situé en dehors de l'endroit où on est censé la chercher. Vous avez vu dans les stéroïdes la pathologie, l'ectopie testiculaire. Là, comment on appelle ça là? Très bien, la cryptorchidie. D'accord? Parce que durant la vie fœtale, les testicules sont situés à l'intérieur de mon organisme, puis ils vont sortir. Elle se? Oui. Puis elle migre. On peut même avoir des défauts de migration pour lesquels il faut opérer pour libérer les testicules. D'accord? Très bien. On va chercher des tumeurs ectopiques en dehors de l'hypothalamus. On peut avoir des tumeurs dans le poumon, dont vous avez parlé. Ah non, vous avez parlé là, c'était H, non. On y trouve des carcinomes bronchiques à petites cellules. Donc le carcinome à petites cellules que vous allez voir en 4e année, Inch'Allah, c'est d'accord ça. Et parmi ces syndromes paranéoplasiques, c'est la sécrétion d'ADH. Ces cellules bronchiques sont tumorales, donc commencent à exprimer un gène codant pour l'ADH. D'accord? Donc c'est des cellules pulmonaires, c'est des cellules bronchiques et elles vont commencer à sécréter de l'ADH. C'est un syndrome paranéoplasique. Si ce n'est pas une tumeur pulmonaire, on cherche donc plus loin, le thymus, le pancréas, le duodénum. Tous les organes peuvent être le siège de tumeurs hypersécrétantes d'ADH. C'est ça, le syndrome paranéoplasique. D'accord? Les maladies pulmonaires comme le pneumothorax, la mucoviscidose, la tuberculose, donc ils peuvent augmenter la sécrétion de l'ADH. Certaines anomalies du système nerveux central, c'est pas important. Des médicaments, la chloropropamide, les fibrates, les cyclophosphamide, les antidépresseurs, venlafaxine, je ne sais pas. Vous n'apprenez pas ça, c'est pas important. D'accord? Ce sont des molécules qui stimulent la sécrétion de l'ADH. Les substances toxiques, comme les porphyrines, d'accord, qui résultent d'une intoxication à les porphyries.
à l'ergot de seigle, d'ergotamine. D'accord? Très bien. Insuffisance surrénalienne. En cas d'insuffisance de la surrénale, je peux avoir aussi un taux élevé d'ADH. Comment? L'ADH agit sur l'axe cortico-surrénalien en stimulant l'ACTH. On a vu que l'ADH, vous vous souvenez, dans la régulation de l'ACTH, on avait dit que parmi les effets de l'ADH, c'était la stimulation de l'ACTH. Très bien. L'ACTH agit sur la cortico-surrénale, production du cortisol, concentration du cortisol augmente, feedback négatif, inhibition de l'ADH. Supposons que j'ai une insuffisance cortico-surrénalienne. Il n'y aura plus de cortisol, le cortisol ne va plus être présent et donc il ne va plus inhiber l'ADH. Donc l'ADH va perdre une inhibition et donc elle sera augmentée. En cas d'insuffisance surrénalienne, il y a hypocorticisme, hyper-ADH, parce que le cortisol ne peut plus exercer son feedback négatif. Les hypothyroïdies. Déjà, parmi les effets de l'hypothyroïdie, c'est la prise de poids. D'accord? Mais bon, l'ADH stimule l'ACTH. L'ADH stimule l'ACTH. L'ACTH stimule le cortisol. Le cortisol exerce un feedback négatif sur l'ADH. Supposons que j'ai une insuffisance cortico-surrénalienne. L'ADH stimule l'ACTH. L'ACTH stimule la cortico-surrénalienne. Le cortisol ne s'élève pas. Le cortisol, avec ses taux faibles, ne peut pas exercer un feedback négatif. En ne pouvant pas exercer un feedback négatif sur l'ADH, l'ADH ne sera plus inhibée et donc elle sera augmentée. Augmentée parce qu'elle a perdu une de ses inhibitions physiologiques. Le contrôle d'une quantité du taux de sécrétion d'une hormone, il est contrôlé par des stimulations et des inhibitions. Si je perds un inhibiteur, la quantité va augmenter. Attention, la perte de l'inhibiteur induit l'augmentation de la quantité du hormone. La perte de l'inhibiteur. Ici, elle va perdre son inhibiteur. Pourquoi? Par deux façons. Parce que non seulement le cortisol ne peut pas exercer le feedback négatif, mais aussi parce que le cortisol va rester bas. Et donc, sachant que l'ADH est un moyen d'augmenter le cortisol, je vais stimuler la synthèse de l'ADH pour augmenter le taux de cortisol de mon organisme. D'accord? Très bien. Les acquises. On va voir les congénitales. Mutation activatrice du récepteur. Le récepteur va subir une mutation. Quand je vous avais dit que c'est périphérique, il y a certaines mutations du récepteur. Le récepteur va muter et en mutant, il va être tout le temps actif. Arginine, ici substituée par de la leucine ou cystine. Donc l'arginine substituée par l'histidine bloque. L'arginine substituée par la leucine ou la cystine active. Là, c'est très important, vous devez les connaître, d'accord? C'est la même molécule, vous vous souvenez, l'arginine 937. Tout à l'heure, elle était remplacée par l'histidine. Son remplacement par l'histidine induisait une inhibition. Son remplacement par la leucine et la cystine induit une activation. L'insuffisance surrénalienne est hyponatrémie. Vous êtes en train de parler d'aldostérone. Non. L'insuffisance surrénalienne. Je vais m'intéresser plus sur l'aldostérone. Le syndrome de Barter et le syndrome de Conley. D'accord? L'insuffisance surrénalienne. Quand vous parlez d'insuffisance surrénalienne, ici, je suis en train de parler du cortisol comme un effet minime. Ce n'est pas la baisse du cortisol qui induit une hyponatrémie. Attention, c'est la baisse de l'aldostérone. D'accord? On est d'accord? Très bien. Donc la modification de l'arginine par de la leucine et de la cystine va induire une modification. Le récepteur VDR va être tout le temps actif. Hyperactivité du VDR, réabsorption permanente, hypoosmolarité, hypervolémie, blablabla. Pas de stimulation de la libération de l'ADH. L'ADH plasmatique va être basse. L'ADH est basse, elle est normale, voire basse, mais c'est le récepteur qui est atteint. Donc c'est un trouble périphérique. Congénital, certes. C'est une mutation, mais il est périphérique. C'est le récepteur qui a muté. D'accord? On a terminé avec l'ADH.